Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour faire le mercato idéal d'Arsenal. Alors c'est le moment de sortir cette vidéo puisque à l'heure actuelle il y a plusieurs rumeurs et apparemment avancées qui ont été faites sur le mercato par cette équipe d'Arsenal. Donc on va les intégrer dans cette vidéo. Je vous avoue qu'il y a certains joueurs que j'avais pas forcément prévus, du coup j'ai dû les rajouter un peu. J'ai eu un petit peu de retard du coup à faire cette vidéo, mais voilà, on se met à jour de la meilleure manière possible, en tout cas on essaye, et du coup on va essayer d'être le plus à jour possible dans cette vidéo, mais il y aura quand même 2-3 noms que je vous proposerai, notamment sur le secteur offensif, puisque c'est le secteur encore où Arsenal n'a pas encore trop bougé, et c'est pourtant le secteur selon moi quand même le plus primordial pour cette équipe des Gunners de Mikel Arteta. Donc grosse saison à venir évidemment, avec toutes les compétitions à jouer, avec la première ligue, peut-être l'objectif le plus important, c'est évidemment cette première ligue, de la remporter. Ça va pas être évident, mais Arsenal a été globalement assez proche depuis plusieurs saisons désormais. Et il y a peut-être justement l'objectif ultime qui est de franchir ce dernier palier, ce dernier plafond de verre que Arsenal a du mal quand même à briser depuis plusieurs saisons. Et du coup, l'objectif, c'est de donner un effectif à Mikel Arteta qui va pouvoir lui permettre de franchir ce dernier obstacle en première ligue notamment. Et ça passera par des recrues, spoiler alerte, dans le secteur offensif. C'est plutôt une évidence, je pense. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite, du coup, la vidéo. Alors je vais faire comme pour la vidéo Mercato idéal de Tottenham, on va procéder à une revue d'effectifs général. Je vous donnerai les joueurs qui devront partir en fin de vidéo notamment. Il n'y en a pas tant que ça du côté d'Arsenal, parce que je trouve que c'est plutôt assez évident et que l'effectif est plutôt bien construit. Donc on verra ça en fin de vidéo. Je vous propose qu'on commence donc tout de suite par les gardiens de but, avec pas trop de surprises là-dedans, puisque les trois gardiens de l'effectif sont David Raya, Kepa Arrizabalaga, qui apparemment vient d'être recruté. Ça n'a pas été annoncé officiellement par Arsenal. En tout cas, le club n'a pas encore communiqué de manière officielle, mais ça devrait se faire sans trop de surprises normalement, puisqu'il a été annoncé par différents journalistes, différents médias aussi, comme ayant signé du côté d'Arsenal. Donc ça devrait être fait, et je le comptabilise dans ce mercato. Du coup, on va pour en parler un petit peu, mais c'est finalement pas si, c'est pas une signature si importante que ça, je trouve, puisqu'il va venir en tant que doublure, il aura peut-être l'occasion de jouer des matchs de coupe, et encore, c'est pas certain, je pense qu'il va pas beaucoup jouer globalement qu'il Kepa Arrizabalaga. L'avantage qu'il a, c'est qu'il est espagnol, comme la très grande majorité du vestiaire de cette équipe d'Arsenal, il y a un côté hispanophone. Il a joué en première ligue plusieurs saisons, il était très bon la saison dernière du côté de Bournemouth, ou en tout cas sur la première partie de saison, je l'ai trouvé vraiment très bon sur sa ligne, très décisif. Il a moins bien fini la saison, mais il sort d'une saison pleine et globalement, c'est une bonne arrivée avec de l'expérience pour un faible montant. On parlerait d'un montant entre 5 à 7 millions d'euros à peu près. Voilà, je trouve que c'est tout à fait correct pour un gardien numéro 2 de cette expérience et de cette qualité pour un gardien numéro 2 quand même. Donc moi je trouve que c'est très intéressant. Évidemment David Raya est le numéro 1, pas grand chose à dire là-dessus. Sur sa saison aussi qui était globalement très bonne, il était excellent en début de saison lui aussi. Et puis le troisième gardien, il a été prêté, je crois, à la Real Valladolid, si je dis pas d'erreur, la saison dernière, c'est Karl Hein, l'Estonien, qui, bon, ce sera peut-être pas lui, mais je le mets dans l'effectif, puisque Arsenal a que deux gardiens actuels dans l'effectif actuel. Ce sont Raya et Karl Hein, puisque Kepa n'est pas encore officiellement arrivé. Donc je l'intègre là-dedans. Je vous propose qu'on passe tout de suite aux défenseurs, puisque on a finalement, à part le secteur offensif, où là on aura des choses, vraiment beaucoup de choses à dire, je pense, on n'a pas tant de choses finalement à modifier du côté d'Arsenal dans les autres secteurs. Alors les défenseurs centraux, on les connaît, Gabriel, Saliba, ça bouge pas, ils vont avoir, s'ils ne sont pas blessés, la très grande majorité des minutes de la saison 2025-2026. Donc dans cette optique-là, il leur faut des remplaçants au cas où, mais il leur faut des remplaçants qui sont, on va dire, prêts à être remplaçants, prêts à accepter à ne pas trop jouer pour l'instant. Donc Jakub Kiwior, je pense que le Polonais c'est plutôt pas mal dans cette optique-là. Il a joué un peu en fin de saison pour remplacer Gabriel, je l'ai trouvé plutôt correct, en tout cas il était pas autant en difficulté que ce qu'on pouvait peut-être imaginer. Bon, c'est un défenseur qui est assez grand, qui a un bon jeu aérien, qui a plutôt une qualité de relance, je trouve, intéressante. Et c'est vrai que dans sa concentration, parfois dans les duels défensifs, il est un petit peu limite, il est un petit peu facilement abusé, mais je l'ai trouvé plutôt solide. Donc on le garde en tant que numéro 2. En plus, c'est un gaucher, donc c'est plutôt intéressant. Arsenal, apparemment, à l'heure où je m'enregistre, serait très intéressé par les services du défenseur espagnol euh, Christian Mosquera
ce serait plutôt une belle arrivée, hein. Lui qui joue du côté de Valence, il a 20 ans, c'est un défenseur qui a des qualités dans la relance, plutôt bon. Il a fait une saison pleine du côté de Valence, 37 matchs en Liga, il est jeune, il a un international espoir espagnol, quelques sélections, une dizaine je crois son effectif. Il est plutôt grand, 1m91 aussi, mais par contre, pour autant, il n'est pas spécialement dominant dans le jeu aérien. Il gagne pas tant de duels aériens que ça. C'est un peu son point faible, je pense, son plus gros point faible. C'est que dans les airs, il est clairement pas impérial. Il se fait parfois battre par des joueurs un peu plus petits que lui, notamment. Donc, ça, c'est un petit peu inquiétant, j'ai envie de dire, surtout qu'en première ligue, on sait que le jeu aérien est vraiment, vraiment très important, tout ce qui est aérien. En plus, pour Mikel Arteta, c'est aussi un peu étonnant, je trouve, qu'il se positionne sur lui, Arsenal, globalement, parce qu'on sait qu'Arteta, il a un effectif qui est construit sur la taille, globalement, sur les joueurs dominants dans les airs, et pour le coup, Mosquera, il n'est pas trop dominant dans ce registre-là, mais il a d'autres qualités, notamment le fait, comme j'ai dit, que c'est plutôt un bon relanceur, et surtout, c'est un joueur qui est très bon dans l'anticipation, il a une bonne pointe de vitesse aussi, mais il est bon dans l'anticipation. C'est pas quelqu'un qui va trop jouer les duels, trop forcer dans les duels, il va vraiment jouer les duels quand il est à peu près certain de les remporter. Donc c'est un défenseur, je dirais, assez propre dans ses interventions défensives globalement. Je ne l'ai pas vu assez souvent jouer malheureusement pour être beaucoup plus complet que ça dans mon rapport sur lui. Mais je pense que c'est comme une bonne arrivée, il a 1 an de la fin de son contrat. Il devrait coûter, je pense, maximum 30 millions d'euros. Maximum, vraiment, je pense que Valence va pas faire la fine bouche au moment de s'en séparer. Ils ne sont pas dans une situation financière qui leur permet d'être très exigeants sur le montant du transfert. Donc voilà, je pense qu'entre 20 et 30 millions d'euros, peut-être 25, un peu la fourchette, Arsenal pourrait se l'acquérir. Moi, je n'étais pas parti sur lui, pour être franc, comme défenseur central, parce que pour moi, il a trop d'incertitudes dans le jeu aérien notamment. Moi, c'était un petit peu mon postulat de départ. J'avoue que j'étais plutôt parti sur un autre défenseur de Liga qui joue à Séville, c'était Loïc Badé. Même si là, pour le coup, il avait un petit problème aussi, pour moi, c'est qu'il aurait peut-être été un poil plus cher. Peut-être, pas beaucoup plus, mais peut-être un poil. Et surtout, je suis pas certain que Loïc Badé soit très intéressé à venir dans un club où il sait qu'il jouera assez peu. Puisque du côté d'Arsenal, pour moi, Gabriel et Saliba, ça va pas bouger de sitôt. En tout cas, tant que les deux sont opérationnels, c'est la charnière titulaire. Et je pense que Loïc Badé, malheureusement pour lui, il n'aurait pas eu assez de minutes, peut-être, en tout cas le nombre de minutes qu'il aurait espéré, je pense, mais en termes de transfert, j'aurais trouvé ça très intéressant. Je trouve que Loïc Badé est un défenseur très très bon dans les duels aériens, au sol, il est dur à passer, il est rapide, il est assez dynamique aussi, donc il sait rapidement accélérer, désaccélérer, démarrer, s'arrêter. Stop and start est plutôt bon chez lui, je trouve. Donc ça aurait été vraiment une top top recrue, je trouve, mais peut-être un poil trop ambitieuse. Et surtout, je pense que le joueur n'aurait pas été 100% intéressé à venir à Arsenal, surtout si on sait qu'il jouera assez peu. Donc bon, c'était ma proposition, mais voilà, on va partir sur Mosquera, vu que je pense que ça va se faire, hein. Même s'il y a d'autres clubs qui sont apparemment sur lui, je pense que Arsenal va réussir à le convaincre, il est espagnol, il y a un peu tout qui désigne finalement qui va rejoindre Arsenal. En tout cas, moi je pense qu'Arsenal va faire le nécessaire pour le recruter. Donc bon, là je vous mets sa petite charte statistique finalement, c'est pas ce qui est le plus parlant, même si là on peut quand même voir que les duels aériens, il en joue pas énormément parce qu'il en gagne déjà pas tant et surtout il en gagne pas beaucoup. C'est ce que je vous ai un peu dit, il a un petit peu, pour moi c'est un petit peu une incertitude là-dessus, je trouve un poil fébrile dans les airs globalement, mais sinon c'est un bon défenseur, une bonne qualité de relance, plutôt correcte, pas flashy, mais c'est pas ce qu'on lui demande non plus, et c'est un joueur qui globalement joue pas tant les duels que ça, il est plutôt dans l'anticipation, dans le placement, la lecture un peu du jeu défensif, et ça je trouve intéressant, il est jeune en plus, et c'est vrai qu'en tant que remplaçant, lui pour le coup, je pense que ça peut être quelque chose de plutôt intéressant, globalement, il pourra se développer avec quelques mois, avec les entraînements, et prendre un peu de l'expérience et jouer quelques matchs par-ci par-là, je pense que quand même, ça peut faire sens pour Arsenal, disons. Ensuite, les latéraux ou les centraux, les autres centraux, puisqu'Arsenal a beaucoup de défenseurs centraux de base, j'ai envie de dire dans son effectif. Bon, Yoren Timber, il va jouer à droite, lui, je pense, cette saison de nouveau. Il est très très bon sur son côté droit. Lui, pour le coup, il est très dur à battre dans les duels au sol. Très très bon, je trouve, même si il manque un peu de régularité. Et peut-être qu'avec ballon, c'est vrai que pour le coup, offensivement, c'est pas celui qui apporte le plus. Je trouve que sa complémentarité avec le joueur qui joue ailier droit à Arsenal, le Bukayo Saka, bien évidemment, elle n'est pas extraordinaire, même si ça peut se développer. Là, pour le coup, son concurrent, Ben White, je trouve qu'il a une meilleure complémentarité avec Saka. Mais le problème, c'est quoi? Il était longtemps blessé cette saison, physiquement peut-être un peu moins fiable. Et défensivement, je trouve que c'est un défenseur, je ne vais pas dire surcoté, mais qui défensivement dans les duels
à proprement parler en 1 contre 1 notamment, a un petit peu du mal à défendre suivant les ailiers qu'il a face à lui. Il a un petit peu du mal aussi à couvrir son dos, c'est pas le plus rapide, pas le plus mobile, je trouve, sur ses jambes. Donc ouais, pour moi, Ben White c'est plus un central dans une défense à 3 notamment qu'un latéral. Donc je pense que Timber sera le titulaire. Lewis Kelly a été prolongé, c'est une excellente nouvelle pour Arsenal, c'est un très très gros prospect. Il s'est révélé en deuxième partie de saison du côté d'Arsenal. Il a tellement de qualité dans la protection de balle, qualité technique aussi, la percussion, la progression balle au pied. Il pourrait jouer au milieu de terrain, je pense que c'est une option à moyen terme en tout cas pour Arsenal parce qu'il a vraiment des qualités qui sont, je trouve, tellement évidentes. Ce serait presque dommage de le réduire à un rôle de latéral, même si on sait que les latéraux Arsenal, ils ont de l'importance, ils peuvent rentrer à l'intérieur du jeu, etc. Mais voilà, je pense quand même au milieu de terrain, à moyen terme, c'est un petit peu son meilleur poste, puisqu'il aura vraiment beaucoup de qualités qu'il va pouvoir exploiter et mettre à profit pour son équipe. Et sinon, on a Calafiori qui a été très souvent blessé, un peu décevant sa première saison. Globalement, je trouvais déjà avant qu'il joue ses premiers matchs à Arsenal que c'était un transfert pas exceptionnel parce que Arsenal n'avait pas spécialement besoin, je pense, d'un latéral finalement, et en tout cas surtout pour le montant qui a été cherché, c'est quand même je crois entre 30 et 40 millions d'euros, c'est quand même globalement élevé pour un joueur qui est plutôt bon, mais qui a sorti surtout qui sortait d'un très gros euro, mais qui bon, sort aussi d'une belle saison avec Bologne, mais qui sinon défensivement aussi montrait un peu, si on analyse le joueur un petit peu, il montrait quelques limites, je trouve, dans sa défense en 1 contre 1 notamment. Là aussi un petit peu à l'image de White, il manque un poil de mobilité, peut-être un peu moins, mais il manque un peu de mobilité sur les petits appuis notamment, ça revient pas toujours bien le corps pour défendre. Donc voilà, c'était un transfert où j'étais un peu sceptique, en tout cas pour sa première saison, elle ne m'a clairement pas convaincu non plus, mais voilà, évidemment qu'on le garde. Tomiyasu, pour le coup, j'avais prévu de le vendre, mais je me suis rendu compte qu'il est blessé jusqu'en octobre, presque début novembre. Donc si on est réaliste, sincèrement, je pense que c'est très très difficile de s'en séparer. Et c'est dommage parce que c'est pas un si mauvais joueur, en tout cas bon, on l'a tellement peu vu finalement depuis plusieurs saisons qu'on sait plus trop à quel niveau il est finalement aujourd'hui, mais c'est un joueur qui physiquement est absolument pas fiable. Mais vous avez compris que je le garde parce que il est tout simplement blessé trop longtemps et on va pas pouvoir s'en séparer facilement. Donc voilà, j'ai pas parlé évidemment du schéma puisque c'est quelque chose de très théorique, mais on va partir sur un 4-3-3 pour Mikel Arteta. Je vous ai mis la défense, pour moi il n'y aura pas trop de surprises, ce sera ça le back 5, le back 4 plus le gardien. Pas trop de surprises là-dessus à mon avis. Peut-être que Ben White aura un petit peu le plus de chances de jouer par rapport aux autres, par rapport à Timber, c'est celui qui pourra le mettre un peu plus en concurrence, c'est peut-être la seule incertitude entre guillemets, mais selon moi on a un back four qui est très très établi, qui ne devrait somme toute pas trop bouger. On passe au milieu de terrain, donc là vous voyez deux joueurs en rose aussi, passer des recrues apparemment, en tout cas qui n'ont pas été officiellement annoncés par le club, mais qui devrait ça devrait être le cas d'ici quelques jours, quelques heures, peut-être même pour certains. Martin Zubimendi, lui ça fait depuis l'hiver dernier, je crois qu'Arsenal est dessus lui, qu'apparemment le transfert est bouclé. 65 millions d'euros, je trouve que c'est très très cher pour un joueur qui a des qualités, hein. C'est un bon small ball player, comme je dis, il est très bon dans son rayon d'action, un petit peu dans la défense, pour donner le ballon aux joueurs un peu plus haut sur le terrain. Enfin voilà, il a des qualités là-dessus, c'est clair. Il a même, je trouve, quelques courses progressives un poil sous-estimées. Alors, il n'en fait pas beaucoup et pas souvent, mais quand il les fait, souvent elles sont bien senties. Joueur qui a une intelligence de jeu, un QI foot plutôt intéressant. Il gagne aussi pas mal de duels, notamment ses duels aériens, où il est plutôt bon, étonnamment. Alors, il en joue en plus pas mal. Maintenant, moi j'ai un petit peu du mal avec ce transfert parce que je trouve, comme j'ai dit, que c'est un petit peu cher. C'est même beaucoup trop cher pour ce qui va t'apporter concrètement sur le terrain. Parce que oui, c'est le régulateur, le contrôleur, le régista un petit peu. C'est un petit peu à ça qu'on l'associe, mais ce genre de joueurs-là, finalement, c'est pas eux qui vont gagner des matchs, c'est pas eux qui vont non plus, je pense, te faire tes différences dans les gros matchs notamment. Et en plus de ça, j'ai dit, il gagne certains duels, mais défensivement, c'est un joueur qui a besoin d'être protégé par les joueurs autour de lui et les joueurs devant lui notamment. Et ça, je trouve que c'est un peu embêtant quand tu as un 6 qui a besoin d'être un peu protégé. À la Real Sociedad, c'est un joueur qui était plutôt bon défensivement, mais il jouait dans une équipe euh, qui faisait pas mal de fautes tactiques. C'est une des équipes qui faisait le plus de fautes en Liga. Donc c'était peut-être pour cacher quelque chose aussi, notamment peut-être Zubimendi, entre autres, qui défensivement, je trouve, n'est pas génial. En plus, physiquement, c'est un petit gabarit, donc je pense qu'en première ligue, il risque de souffrir quand même dans certains matchs. En plus de ça, pour le montant évoqué, comme j'ai dit, je me répète, mais pour moi, c'est beaucoup trop pour ce qu'il va t'apporter, entre guillemets, concrètement.
Et c'est un joueur qui en plus a très peu d'impact dans le dernier tiers du terrain, c'est pas son rôle certes, mais il y a des joueurs qui ont des dépassements de fonction et qui arrivent à avoir un impact dans le dernier tiers du terrain. Bah, faisons la transition avec ce joueur-là, par exemple Christian Norgard, joueur très sous-estimé de Première Ligue, je trouve. Alors, pas le même profil, pas le même âge non plus, la trentaine, danois, plus grand physiquement, plus puissant, plus gros abattage aussi dans le jeu que Zubimendi. Alors évidemment, c'est pas le même joueur, il y a un peu moins de qualité à proprement parler technique, ou disons que dans les petits espaces il pourrait être un peu plus limité, mais c'est un joueur qui avec le ballon ne fait pas n'importe quoi, globalement il est assez intelligent et souvent il joue juste, il joue assez simple. C'est un joueur qui est capable de faire du dépassement de fonction. Là, ce que Zubimendi fait, je trouve pas beaucoup, parce qu'il n'en est pas tant capable que ça finalement. Là, Norgard, il est capable d'apparaître dans la box adverse, dans la surface de réparation adverse, sur des coups de pied arrêtés, en arrivée un peu tardive au second poteau, en arrivée tardive à l'entrée des 16 mètres. Et il est capable aussi, du coup, d'être décisif de cette manière-là. Mais c'est un joueur en plus qui gagne énormément de duels, il va récupérer beaucoup de ballons et il n'a pas besoin d'être spécialement protégé autour de lui. C'est un joueur qui est plus autonome pour moi que Zubimendi. Zubimendi, c'est plus un joueur de système, il sera intéressant, hein, mais au prix qu'il a été déboursé comparé à celui de Norgard, on parle de 12 millions d'euros. Sincèrement, je pense que Norgard est vraiment un bargain, c'est une top affaire. Et ça, c'est un petit pronostic très personnel, mais je pense que dans les gros matchs, les matchs qui compteront le plus, peut-être qu'on verra assez rapidement Norgard plus jouer que Zubimendi parce que pour moi, c'est un joueur plus important et qui peut-être est en plus un peu plus dans l'ADN Arteta encore que Zubimendi, parce que oui, Zubimendi, encore une fois, je me répète, a plus de qualité peut-être pour orienter le jeu, etc., que Norgard, mais Norgard, il sait faire plus de choses pour moi, et en plus qui sont importantes, notamment en Première Ligue, les duels, physiquement, les dépassements de fonction, la projection, c'est un joueur, pour moi, qui est plus dangereux que Zubimendi dans le secteur offensif en plus, et qui défensivement est pour moi plus solide aussi. Donc voilà, moi c'est mon avis sur le regard des Zubimendi. Je sais que peut-être vous ne serez pas tous d'accord avec cet avis sur Zubimendi. C'est un avis très personnel, mais moi je trouve que pour ce prix-là, on a un joueur clairement qui devrait faire un peu plus que ce que Zubimendi apporte sur un terrain concrètement. Moi je trouve qu'il apporte pas énormément par rapport à son prix. Mais voilà, on aura l'occasion d'en reparler, il aura l'occasion de me faire mentir évidemment. Declan Rice et Mikel Merino sont les autres milieux. Bon là je vous mets sa carte, peut-être je vous l'afficherai au montage peut-être avant, en même temps que je parle des qualités de Zubimendi, je pense que je vais faire ça. Christian Norgard évidemment, je ferai un peu pareil je pense. Sinon on a deux autres milieux quand même, parce qu'il faut un petit peu du nombre. Odegaard, le capitaine de cette équipe, lui aussi c'est un joueur que j'ai un petit peu du mal par moment, parce qu'il a des qualités évidentes, mais je trouve que pour le coup, c'est un joueur qui a tendance un petit peu aussi trop à être dépendant du système qui est autour de lui, des joueurs qui est autour de lui, et qui n'est pas assez autonome finalement pour exister et être décisif. Alors évidemment, il est capable de manière ponctuelle, c'est vrai, c'est un très bon joueur, il a beaucoup de qualités évidentes, on va pas présenter Odegaard, mais voilà, moi je suis un petit peu déçu de sa régularité, notamment aussi sa fiabilité physique pour le coup, qui est pas top, et je pense que c'est un joueur qui a pas par rapport à d'autres équipes qui sont en première ligue, je pense que c'est pas le numéro 8, 10 par excellence qui peut te débloquer des situations. Je pense qu'on a des joueurs, je pense à Gibbs White par exemple, si tu as les moyens, moi je vais chercher Gibbs White tous les jours pour Arsenal, je pense que c'est une recrue vraiment élite qui ferait une énorme différence, mais il y a le secteur offensif à renforcer en priorité, donc on va pas pouvoir dépenser 500 millions non plus. Donc Odegaard, évidemment qu'on le garde, il a quand même des qualités, mais lui aussi, des fois, je suis un petit peu déçu par ce qu'il apporte sur le terrain, notamment. Et puis le petit Dowman, que j'ai absolument pas vu, mais enfin, je me suis seulement renseigné sur ce phénomène qui a été excellent avec les équipes réserves d'Arsenal, les équipes juniors, qui a brillé. On pourrait peut-être l'introduire gentiment, mais sûrement un petit peu à l'image de ce qu'a fait Arteta avec un Nwaneri et un Lewis Kelly dans la rotation de l'équipe. Et du coup, je l'intègre là-dedans. Alors j'ai quand même mis Zubimendi titulaire, malgré le fait que je vous ai dit que je pense qu'à moyen terme, ou en tout cas dans les gros matchs, je pense que Christian Norgard sera peut-être même le titulaire devant Zubimendi. C'est un pronostic un petit peu osé peut-être, même moi j'imagine ça comme une option vraiment concrète. Mais voilà, quand même évidemment avec le prix qu'il a coûté et globalement aussi ses qualités qui sont quand même évidemment là, je pense que Zubimendi sera le titulaire tout de même au début côté d'Arsenal avec Rice et Odegaard. Pas trop de surprise là-dessus. Et je vous propose du coup qu'on passe au secteur offensif. Alors là aussi, il n'y a pas d'immense surprise dans un premier temps, puisque on a les fameux ailiers attaquants intérieurs que sont Trossard, Noneri, Martinelli et Bukayo Saka.
qui sont dans l'équipe depuis un moment et qui sont plutôt utiles. Trossard, il est en fin de contrat, mais je le conserve quand même parce que j'ai vu, j'étais un peu étonné, mais c'est un des plus petits salaires actuellement d'Arsenal. Et globalement, en sortie de banc, je l'aime bien ce joueur, même si c'est vrai que quand il démarre, souvent c'est plus compliqué. Mais voilà, pour une année, avec les blessures fréquentes qu'on peut avoir dans le secteur offensif, je le conserve, il n'a pas un gros salaire. Noneri, il aura un petit peu de temps de jeu, sera la doubleur de Saka. Martinelli, on le garde. Saka, évidemment qu'on le garde. Et vous avez vu, on va chercher Callum Hudson-Odoi. C'est un joueur que j'aime beaucoup, un peu sous-estimé, qui passe un peu en dessous des radars parce qu'il joue à Nottingham Forest. C'est un joueur en plus qui a pas réussi à exploser à Chelsea, ou en tout cas du moins je dirais qu'on ne lui a pas donné trop sa chance non plus d'exploser à Chelsea sur la durée. Et c'est un joueur qui a beaucoup de qualité pour moi et qui est en fin de contrat en plus en 2026. Donc il est estimé à 25 millions d'euros sur Transfermarkt. Je pense que dans ce prix-là, à peu près, tu peux aller le chercher de Nottingham. En plus, Nottingham aurait besoin de vendre pour le FPF anglais, le fair play financier anglais. Donc, je pense qu'ils ne seraient pas contre, même si ils n'aimeraient pas s'en séparer idéalement. Je pense que tu peux quand même le convaincre et le joueur serait évidemment très chaud de venir. Donc, Callum Hudson-Odoi, c'est un super joueur de percussion, balle au pied. Il fait progresser le jeu, il fait avancer le jeu, beaucoup de qualité là-dessus, pas de souci. C'est un joueur qui sait aussi être décisif, même si c'est peut-être encore sa grosse marge de progression finalement. C'est un joueur qui doit être un peu plus impactant dans ses stats offensives, même si au final c'est un joueur qui crée de par ses courses, de par ses qualités balle au pied, qui arrive à créer des actions de but, des actions offensives tout court, même si c'est peut-être son problème, finalement c'est qu'il ne fait pas souvent lui à la finition de ses actions ou dans le dernier geste de ses actions. Il est plus au départ ou au démarrage de ses actions, mais c'est quand même important. Et en plus, c'est un profil un peu différent d'un Martinelli. Martinelli, c'est un joueur aussi un peu de système. Je trouve qu'il a besoin d'être bien entouré, de savoir un peu quoi faire, quand faire, pour être performant, parce qu'il est capable de marquer des buts, Martinelli, et d'être efficace. Mais Callum Hudson-Odoi, je pense, c'est un joueur un peu plus autonome. Là aussi, il n'a pas besoin d'être autant bien entouré, entre guillemets. Il pourrait, plus sur des éclairs, faire la différence. Quand on lui donne le ballon, il pourrait plus être capable d'inventer quelque chose qu'un Martinelli. Et en plus, c'est un joueur qui, dans le QI foot, ses déplacements, ses choix avec le ballon, sont très bons, je trouve, et un petit peu sous-estimé cette qualité-là, mais il fait très souvent le bon choix, il fait souvent des choses intelligentes, et ça, je pense que Mikel Arteta, c'est le genre de joueur qui devrait apprécier énormément. Donc moi, je pense que c'est une excellente potentielle recrue d'aller chercher Callum Hudson-Odoi. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de clubs de première ligue qui devraient s'y intéresser un peu plus. J'hésite à le mettre à Tottenham pour vous dire, mais voilà, finalement Tottenham, j'ai choisi Kudus parce qu'il plutôt ailier gauche, Callum Hudson-Odoi, même s'il peut aussi jouer à droite. Mais moi, c'est un joueur que je recrute vraiment sans hésiter. Les numéros 9, parce que c'est finalement la grande question du côté d'Arsenal, ça je vous apprends rien. Alors Gabi Jesus, il est blessé encore plusieurs mois, difficile de le vendre dans ces conditions-là. Et c'est vrai que Jesus, s'il est en forme, s'il est en confiance, il peut amener des choses, même si moi je suis pas son plus grand fan du joueur, même s'il a évidemment des qualités, mais on le conserve. Tout comme Kai Havertz, qui a manqué une grande partie de la saison dernière, grosse blessure, il est revenu en toute fin de saison. C'est un joueur que j'aime bien pour le coup, même si c'est pas un pur numéro 9 pour moi. Manque un peu de constance dans la finition, même si encore une fois, il a des qualités athlétiques intéressantes, il a des qualités pour être un peu le link player avec les joueurs offensifs, un petit peu ce point d'ancrage, de capacité aussi à être assez polyvalent. Mais voilà, comme j'ai dit, présent dans la surface moyenne, notamment à la finition, et globalement pas assez autonome. C'est quelque chose de très important, j'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, mais les joueurs autonomes, ce sont globalement les meilleurs joueurs, hein, parce qu'ils n'ont pas besoin d'être dépendants des autres joueurs dans toutes les circonstances, et ils arrivent dans des situations un peu plus difficiles, un peu plus compliquées à s'en sortir. Je pense qu'Havertz, c'est pas ce type de joueur-là, même si je l'aime beaucoup, Kai Havertz. Donc évidemment qu'on le conserve, et c'est un remplaçant, c'est un joker de luxe pour le coup. Mais le numéro 9 que je choisis d'aller chercher, c'est un énorme dossier, hein. On sait qu'il y a Gyökeres qui apparemment serait courtisé, Sesko notamment. Moi, à choisir entre les deux, je préfère très clairement le Slovène au Suédois. On en reparlera peut-être dans une vidéo si Gyökeres signe Arsenal ou dans un autre club de première ligue. Mais moi, je choisis un attaquant qui va coûter plus cher que Sesko, qui joue dans le même championnat que lui, mais qui pour moi est plus prêt que Sesko. C'est Hugo Ekitike. Alors, je sais, ça fait un peu grincer peut-être des dents, hein, puisqu'on sait que les attaquants qui viennent de Francfort, globalement, les dernières années, ça a été un peu compliqué lorsqu'ils sont exportés, ça s'est pas toujours très bien passé. Mais Hugo Ekitike, c'est un joueur spécial qui, déjà au Paris Saint-Germain, et même avant de signer au Paris Saint-Germain, montrait des qualités intéressantes, mais il a explosé cette saison en Bundesliga, il a des stats très bonnes, et puis surtout, c'est un joueur qui a beaucoup de qualités, je trouve qu'il ressemble beaucoup à Alexander Isaac,
qui je pense est peut-être l'attaquant qu'Arsenal voudrait cibler dans leur rêve, mais ça va pas être possible, je pense, de le sortir de Newcastle. Donc je pars sur Ekitike qui ressemble énormément à Isaac. Le problème tout de suite qu'on peut y mettre, c'est que peut-être qu'il joue en Bundesliga, même si moi je respecte beaucoup la Bundesliga. Peut-être qu'on a un peu peur du transfert flop, entre guillemets, surtout qu'il va coûter cher, je pense une centaine de millions d'euros. Pas loin, Francfort va pas en vendre beaucoup moins. Donc je suis d'accord, il y a des petits avertissements, pas de red flag, je sais pas, mais des petites lumières qui s'allument en mode avertissement dans le cerveau. Mais voilà, il a tellement de qualité, je trouve, que ce soit évidemment avec ballon, mais dans la surface de réparation, c'est un attaquant dynamique qui attaque le premier poteau, pas que le deuxième poteau. Il se contente pas que de rester au deuxième poteau, là où, par exemple, un Isaac est peut-être un poil plus statique dans les 16 mètres adverses. Et je dis pas qu'il est moins bon, mais il est un peu plus statique. Peut-être dans les 16 mètres adverses, un poil mobile qu'un Ekitike, qui avec ballon, il a aussi une capacité de faire du lien avec ses coéquipiers. C'est un link player là aussi. Il est bon pour conserver le ballon, il utilise bien son haut du corps, il protège bien son ballon, il est bon dans les relais. Donc ça, je pense qu'Arteta, typiquement, c'est ce genre de profil qu'il va aussi apprécier. Dans la surface de réparation, comme j'ai dit, il est capable d'exister de par ses mouvements, sa mobilité. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Et aussi, autre point, c'est que c'est un attaquant qui a une qualité pour déclencher ses frappes dans des angles assez difficiles, il est plutôt performant. C'est pas un attaquant qui va marquer tous ses buts dans les 5 mètres adverses ou dans l'axe du but. Il est capable de marquer dans des angles plus fermés. Ça, je trouve que c'est intéressant toujours de voir si un attaquant est capable de marquer dans différentes positions. Ça montre, on va dire, sa palette technique de finition et de tir. Et lui, pour le coup, je la trouve très très intéressante. Et ça montre du coup ses qualités d'attaquant et de finisseur qui sont du coup assez impressionnantes, je trouve, pour moi. Donc, franchement, Ekitike, je pense que c'est un petit peu le numéro 9 que tout le monde devrait essayer d'aller chercher en Europe globalement, les autres clubs de première ligue aussi. Le problème c'est qu'il coûte cher et c'est comme j'ai dit, peut-être que les clubs sont pas prêts à mettre autant d'argent pour un attaquant qui finalement n'a pas encore énormément de références au plus haut niveau, mais moi je trouve qu'il y a des qualités ultra évidentes chez Ekitike, ce qu'il nous a montré cette saison. Et comme j'ai dit, il n'y a pas que les stats, où là ça fait. C'est une chose, mais il y a le rendu, ce qu'on voit sur le terrain, les aptitudes techniques. Et je trouve que ça nous ment pas, hein. Comme j'ai dit, les angles de frappe, les angles de finition sont bons, les déplacements à la surface sont bons, les qualités de link player, de capacité de créer du lien avec ses coéquipiers, elle est là, la capacité aussi à combiner dans les petits espaces est là, à gagner des duels, et là je n'ai pas parlé, mais c'est un joueur qui s'en sort très très bien dans les duels, et pourtant il est très fin, très grand, mais très longiligne comme profil, assez fin, mais il gagne quand même beaucoup de duels, donc voilà, moi je suis totalement convaincu par le joueur, et je pense que c'est le 9 qu'Arsenal devrait aller chercher en priorité. Je pense qu'ils vont faire Sesco, ce qui est bien aussi, on en parlera peut-être dans une vidéo s'ils font Sesco. J'aime beaucoup Sesco aussi, même si pour moi il est un peu moins prêt qu'Ekitike, pardon. Et il a surtout un de gros, on va dire, défauts dans son jeu par rapport aux Français, où je trouve que c'est un peu plus évident, mais il a quand même beaucoup de qualité, donc ce sera intéressant. Mais voilà, Ekitike, ça reste mon choix numéro un, on va le chercher. Euh, le bilan des arrivées, 240 millions d'euros environ, avec Kepa, avec Mosquera, avec Zubimendi, avec Norgard, Hudson-Odoi et Ekitike. Évidemment que ce montant il est beaucoup gonflé par l'arrivée de l'attaquant français de Francfort. Ça, c'est un petit peu la conséquence. Et c'est pour ça que c'est aussi un mercato idéal, parce que je pense sincèrement qu'Arsenal ne va pas se positionner sur un attaquant aussi élevé, malheureusement. Pour moi, clairement, ils devraient un peu casser leur tirelire là-dessus. Mais je pense qu'ils vont préférer faire un Cesco pour 70 millions par exemple. Même si je pense que la différence de prix, elle est justifiable par la qualité des joueurs. Pour moi, Ekitike est plus prêt actuellement que Sesko et ferait plus de bien dans l'immédiat à Arsenal que le Slovène. Les départs, Zichenko, on n'en a pas parlé, mais évidemment, on essaie de lui trouver une porte de sortie. Thomas Partey, il va partir librement. Normalement, Jorginho est déjà parti. Sambi Lokonga, il revient de son prêt en Espagne. Malheureusement pour lui, je ne vois pas de place dans cette équipe d'Arsenal. Il n'a jamais eu trop sa chance, donc on le laisse partir. Tout comme Fabio Vieira, je pense qu'il n'a pas forcément prouvé beaucoup du côté d'Arsenal, même à son prêt à Porto, c'était assez délicat cette saison. Rice Nelson aussi, qui devrait partir, je pense, si on va chercher Hudson-Odoi. C'est un joueur qui a montré des qualités par séquence, mais beaucoup trop irrégulier. Et comme j'ai dit, Tomiyasu, moi je l'avais inclus dans mes départs au départ, mais ça va être compliqué. Il est blessé encore de longs mois et je pense que ça va être difficile de s'en séparer. Donc voilà pour les transferts. À noter que c'est le montant, il est approximatif, le montant des recrues de 140 millions d'euros et surtout, je ne l'ai pas précisé, mais Zubimendi c'est 65 millions d'euros. C'est vrai que j'en ai beaucoup parlé dans cette vidéo, mais c'est payable en plusieurs fois, c'est payable en plusieurs étages. C'est un transfert qui, en gros, est un petit peu réparti en plusieurs moments de paiement. Donc le montant, on va dire, au jour même, sera moins élevé qu'actuellement présenté et dit comme ça, mais
Ça reste un transfert qui va coûter au final 65 millions d'euros et qui est, comme je l'ai dit encore une fois, assez élevé. L'équipe finale, la voici. Je trouve qu'elle a très très fière allure, évidemment. Arsenal, avec ça, peut, je pense, aller remporter la première ligue. En tout cas, je pense qu'ils sont tout à fait capables. Ils ont beaucoup d'expérience désormais, de vécu collectif, et ils rajoutent clairement de la puissance, du punch dans le secteur offensif avec Hudson-Odoi et Ekitike, ce qui pour moi est absolument crucial finalement, puisque tous les autres joueurs qu'Arsenal a déjà recrutés, Kepa, Mosquera, Norgard et Zubimendi, pour moi c'est évidemment des bons joueurs, mais c'est plus des joueurs d'équipe. Et pour moi Arsenal a déjà beaucoup de joueurs d'équipe, c'est très bien, ils ont remplacé Partey, Jorginho, ça c'est ce qu'il fallait faire, il fallait chercher je pense un central en doublure avec Gabriel et surtout Saliba, je pense que c'est pas mal, mais maintenant moi je veux surtout voir ce qu'ils vont faire dans le secteur offensif. Moi je ferais ça, à leur place, avec Tsunodoye et Kitike, comme j'ai dit. Je pense qu'on aura vraiment une ligne d'attaque assez incroyable avec Saka en plus de ce côté-là, de l'autre côté à droite. Donc moi, ce serait mon mercato idéal pour les Gunners. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, évidemment, à me dire en commentaire la note de ce mercato, et peut-être aussi votre mercato idéal pour cette équipe des Gunners. Je pense que beaucoup préféreraient par exemple peut-être Sesko et Ekitike. Dites-moi mon avis sur votre avis pardon, sur le numéro 9, parce que c'est vraiment le dossier quand même épineux de l'été pour Arsenal. Et dites-moi sur quel club vous voulez qu'on fasse le prochain mercato idéal. On va faire en première ligue encore des clubs, mais on va aussi peut-être faire un petit peu euh, dans d'autres clubs européens, peut-être en Espagne, peut-être en France. Dites-moi du coup ce qui vous chauffe le plus pour le prochain épisode et qui sortira, je l'espère, le plus rapidement possible. Moi je vous dis à très très vite, à bientôt.